La lutte contre les inégalités en santé et à l'accès aux soins est une priorité inscrite dans les textes depuis la fin du XXe siècle. Cependant, cette lutte est souvent menée de façon dispersée et insuffisamment structurée. Il n'est souvent pas possible d'apprécier l'efficacité de ce qui a été réalisé par manque de recueil des indicateurs pertinents, et il y a des raisons de penser que certaines politiques de santé peuvent aggraver ces inégalités. Par exemple, la proposition d'un dépistage systématique, en augmentant le recours aux soins des personnes les mieux informées, pourrait allonger les délais de consultation pour des personnes qui n'auraient pas accès à cette information et se présenteraient alors à un stade plus avancé de leur pathologie. Oxytadis a donc souhaité dès le départ porter une vigilance particulière sur cette question. Il était donc nécessaire de définir notre objectif. Selon Santé publique France, les inégalités sociales en santé sont des différences systématiques, évitables et importantes dans le domaine de la santé observées entre des groupes sociaux. Si au sens premier du terme, l'inégalité est un défaut d'égalité, c'est-à-dire une différence, l'usage du terme inégalité sociale renvoie aujourd'hui à une notion d'injustice. Cela distingue les inégalités sociales des inégalités de santé relevant d'autres facteurs, notamment génétiques ou physiologiques, comme par exemple certaines des inégalités liées à l'âge ou au sexe. Ainsi, les expressions inégalité sociale de santé et inéquité de santé s'utilisent de manière interchangeable. Il est également admis de parler indifféremment d'inégalité sociale de santé ou d'inégalité sociale et territoriale de santé. En effet, ces inégalités ne prennent sens que les unes par rapport aux autres. Par exemple, être une personne âgée vivant en zone rurale ne recouvre pas les mêmes réalités qu'être une personne âgée résidant en centre-ville. En effet, il existe une implantation différentielle des populations sur le territoire selon leur catégorie sociale. De plus, les inégalités d'accès aux soins d'origine géographique, comme par exemple dans des zones de faible densité médicale, sont davantage marquées pour les familles à bas revenus. Les autres ont davantage les moyens d'égaliser les conditions. Ces différences d'état de santé résultant du groupe social auquel on appartient et de l'endroit où l'on vit se traduisent par des disparités importantes en termes d'espérance de vie ou de probabilité d'être atteint d'une maladie. Un exemple connu est celui de Glasgow en Écosse, où existe un écart de 28 ans d'espérance de vie entre deux quartiers distants de quelques kilomètres. Mais ces inégalités sociales sont également bien présentes en France. Ainsi, l'INSEE a rapporté en 2016 et 2018 un écart d'espérance de vie à 35 ans de plus de 6 ans entre les ouvriers et les cadres supérieurs, et de 13 ans entre les 5% d'hommes les plus aisés et les 5% d'hommes les plus modestes. Cette réalité a par exemple été illustrée de façon frappante avec l'épidémie de Covid. En effet, lors de la première vague épidémique du printemps 2020, la mortalité en excès des populations immigrées a été beaucoup plus importante que celle des personnes nées en France. Dans la tranche d'âge de 40-69 ans en particulier, le taux de mortalité en excès en Grand Est et Île-de-France, régions les plus touchées, a été 8 à 9 fois plus élevé pour les immigrés d'Afrique subsaharienne que pour les populations nées en France. Les facteurs explicatifs sont multiples, mais renvoient aux inégalités sociales de santé, avec des différences d'environnement et de conditions de vie et de travail, et des difficultés de recours aux soins et de prise en charge. Les inégalités sociales de santé sont dites systématiques, car elles concernent toute la population et ne se réduisent pas à une opposition entre les personnes les plus défavorisées et les autres. L'état de santé des populations est corrélé à la position dans la hiérarchie sociale, définie par le niveau d'instruction, les revenus, la profession ou le lieu de résidence. Les inégalités ne sont pas distribuées au hasard, mais selon un schéma constant dans la population correspondant au gradient social. Chaque classe sociale est en moins bonne santé que celle se situant juste au-dessus dans l'échelle sociale, et ainsi de suite jusqu'aux plus démunis. Ce gradient est bien visible dans les deux graphiques représentant ici, en fonction du groupe social des parents,
Pour le premier, le taux d'obésité des élèves de CM2 et pour le deuxième, la prévalence d'enfants avec des dents cariées en grande section de maternelle. On voit que dans les deux cas, il existe un continuum, avec une fréquence du problème de santé qui augmente régulièrement des catégories les plus favorisées vers les plus défavorisées. On retrouve le même gradient social en ce qui concerne la vulnérabilité dans au moins un domaine de développement au moment de débuter l'école maternelle, dans une enquête québécoise publiée en 2012 par l'Institut de la statistique du Québec. Toutes ces inégalités, puisqu'elles sont produites socialement, pourraient être évitées. Ainsi, l'Institut national du cancer estime que 40% des cancers pourraient être évités, par exemple par la diminution du tabagisme, de la consommation d'alcool ou la prévention des expositions aux produits cancérigènes en milieu professionnel. Pour reprendre l'exemple du neurodéveloppement, les données provenant de l'enquête montréalaise sur l'expérience préscolaire des enfants de maternelle de 2015 ont montré que parmi les familles défavorisées, les enfants qui fréquentent un centre de la petite enfance sont 3,3 fois moins susceptibles d'être vulnérables dans leur développement que leurs pères n'ayant pas fréquenté de services éducatifs. Ce facteur protecteur de la fréquentation des services de garde a également été mis en évidence en France via le suivi de la cohorte ELF. Enfin, ces inégalités de santé et d'accès aux soins entre groupes sociaux sont injustes, puisque les différents groupes sociaux ne disposent pas au départ d'une réelle égalité des chances pour atteindre un niveau de santé optimal. Rappelons que le droit à la santé est inscrit dans l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans la Constitution de 1946. Il est donc de la responsabilité de l'État et de la société de développer des conditions favorables à la santé pour tous. Afin de pouvoir lutter contre les inégalités sociales en santé et les inégalités d'accès aux soins, il est d'abord nécessaire d'identifier l'ensemble des facteurs personnels, sociaux, économiques et environnementaux qui les favorisent, c'est-à-dire leurs déterminants. On peut alors prioriser ceux sur lesquels on veut agir en fonction de la faisabilité des actions à mettre en œuvre avec les moyens disponibles et de l'imputabilité des inégalités à chaque déterminant. Les déterminants de la santé sont nombreux et interdépendants. Pendant longtemps, leur périmètre a été mal appréhendé et la lutte contre les inégalités de santé s'est concentrée sur la prévention des comportements individuels à risque, tels que le tabagisme. Cependant, la recherche a montré que les déterminants individuels ne sont pas le seul facteur pour expliquer les inégalités constatées. D'autres facteurs apparaissent statistiquement liés à l'état de santé, des déterminants structurels liés aux conditions économiques, culturelles et environnementales. Ces divers déterminants de santé s'accumulent au cours de la vie. Leur répartition inéquitable entre les groupes sociaux est à l'origine de la construction et de la reproduction des inégalités sociales de santé. Par-delà les nécessaires mesures favorisant l'accès aux soins et la prévention réalisées par les acteurs du système de soins, la politique de lutte contre les inégalités de santé doit donc être décloisonnée pour concerner tous les secteurs, logement, éducation, solidarité et cohésion sociale, politique de la ville, travail ou environnement. Il s'agit de définir une stratégie nationale intersectorielle de promotion de la santé, dotée en moyens spécifiques d'action et d'évaluation. Pour analyser les déterminants en jeu, il est nécessaire de distinguer inégalité de santé et inégalité d'accès aux soins. L'accès aux soins n'impacterait selon l'OMS que 10% de l'état de santé des personnes. Il peut être défini comme la facilité plus ou moins grande avec laquelle une population peut s'adresser aux services de santé dont il a besoin. Les difficultés d'accès aux soins sont difficiles à mesurer, compte tenu des nombreux facteurs qui entrent en jeu. L'accessibilité territoriale des soins peut par exemple être mesurée en termes de densité géographique de l'offre de soins ou de délai de consultation. En parallèle, on peut mesurer le renoncement aux soins. Le baromètre de 2018 rapporte qu'un quart des assurés interrogés avaient renoncé à un soin au cours des 12 derniers mois, dont 70% en partie pour raisons financières,
26% à cause des délais de rendez-vous ou des problèmes de disponibilité personnelle, 10% du fait de l'éloignement géographique de l'offre de soins et 10% du fait des incompréhensions par rapport au système de protection maladie ou de santé ou de la complexité des démarches pour accéder ou se maintenir dans les soins. Cependant, le calcul du renoncement aux soins sous-estime les difficultés d'accès aux soins. En effet, il ne prend pas en compte les personnes qui n'ont pas recours aux soins parce qu'elles n'identifient pas de besoin en soins, ce qui est le plus souvent le cas des personnes non diplômées. On cherche donc à mesurer s'il y a un recours égal aux soins pour les personnes ayant le même besoin. Pierre Lombraille et Jean Pascal, sociologues, insistent sur la nécessité de différencier accès potentiel aux soins et accès effectif, puisque l'absence de barrière financière à l'accès ne suffit pas à garantir l'égalité des soins. L'évêque et ses collègues ont ainsi proposé ce cadre conceptuel, qui définit l'accès aux soins comme la possibilité d'identifier les besoins en soins de santé, de demander des soins de santé, d'accéder aux ressources de soins de santé, d'obtenir ou d'utiliser des services de soins de santé et de bénéficier de services appropriés aux besoins de soins. Ce cadre combine les caractéristiques des services de santé et les capacités de la population. Une fois réalisé le diagnostic des inégalités existantes et de leurs déterminants, quelle approche utiliser pour lutter contre elles? On pourrait penser que le plus juste serait de proposer les mêmes mesures pour toute la population. Cependant, une offre universelle, identique pour tous, court le risque que ce soit les familles qui en ont le moins besoin qui l'utilisent le plus, augmentant ainsi les inéquités en santé. Par exemple, une action de dépistage du cancer du col utérin qui reposerait uniquement sur l'adressage aux femmes de la tranche d'âge ciblée d'un courrier d'invitation pourrait échouer à atteindre celles qui ont des difficultés de compréhension du langage écrit. Une autre approche, ciblée, viserait à rejoindre de manière prioritaire une partie de la population présentant certains critères de défavorisation. Selon le sujet traité et les déterminants concernés, les cibles de population pourraient varier. Personnes handicapées, détenues, habitants d'une zone rurale ou d'un quartier politique de la ville. L'idée est alors d'aller vers les personnes qui ont besoin d'être davantage soutenues et sont plus difficiles à rejoindre. Mais cette approche présente le risque de stigmatiser certaines populations et d'oublier les personnes non éligibles, car cachées dans la moyenne du gradient social. Une troisième approche mixte a été proposée par Michael Marmot, ancien président de la Commission des déterminants sociaux de la santé de l'OMS, pour renforcer l'équité en santé, l'universalisme proportionné. Celui-ci explique que pour aplanir la pente du gradient social, les actions doivent être universelles, mais avec une ampleur et une intensité proportionnelles au niveau de défaveur sociale. Le principe d'universalisme proportionné ne doit pas seulement s'appliquer en intensité, au risque d'être moins efficace. Par exemple, la complémentaire santé solidaire attribuée en fonction des revenus n'est pas toujours demandée par les personnes les plus précaires à cause du manque de connaissance de cette aide et de la complexité des démarches d'ouverture des droits. Le principe d'universalisme proportionné doit donc également s'intéresser à l'aspect qualitatif des actions avec des actions différenciées et adaptées selon les besoins, par exemple en termes de médiation ou d'interprétariat. Réduire les inégalités sociales de santé et d'accès aux soins sur un territoire est un objectif ambitieux en raison de la multiplicité des déterminants et des acteurs concernés. Oxytalis a choisi d'avancer vers cet objectif au travers d'un ensemble d'interventions spécifiques dans une démarche d'universalisme proportionné et adapté grâce à la participation des populations concernées et au partenariat avec les autres acteurs du territoire. Pour cela, nous avons étudié le terrain afin de déterminer quelles étaient les inégalités d'accès aux soins et à la prévention auxquelles nous devions faire face dans notre domaine. Le parcours de soins des enfants vivant avec un trouble spécifique du langage et des apprentissages peut être entravé dès la phase de repérage des difficultés. En effet, dans les milieux défavorisés, certaines familles peuvent manquer de connaissances concernant le développement typique de l'enfant et ne pas solliciter d'aide. D'un autre côté, les difficultés peuvent être attribuées systématiquement à une carence socio-éducative par des enseignants du fait d'un manque de formation au repérage des troubles. Ce facteur est particulièrement significatif en zone prioritaire, moins attractive pour les enseignants expérimentés,
et où la complexité des situations à prendre en charge au quotidien peut réduire la disponibilité des enseignants dans leur mission de repérage. Ces freins devraient être compensés par un dépistage systématique des troubles par les médecins de l'éducation nationale, ciblant davantage les établissements en zone prioritaire. Mais comme le soulignent plusieurs rapports, la médecine scolaire est dans de nombreux territoires dans l'incapacité d'assumer réellement ses missions, faute de moyens humains et matériels. Suite au repérage des difficultés, l'accès au diagnostic peut rencontrer plusieurs freins. Du côté des familles, l'incompréhension des troubles ou des démarches nécessaires à l'entrée dans le parcours, la peur de la stigmatisation, de remarques culpabilisatrices d'une intrusion dans le foyer, ou l'existence de difficultés à subvenir aux besoins essentiels de la famille, peuvent retarder le recours aux soins. Le diagnostic peut aussi être freiné par une mauvaise orientation vers des professionnels non formés au dépistage des troubles neurodéveloppementaux. Alors que selon l'INSEE, les enfants des parents les plus diplômés et les plus aisés consultent davantage un pédiatre, les enfants d'origine plus modeste dépendent souvent des jugements et propositions scolaires. L'accès au diagnostic est aussi inégal du fait de son coût, que ce soit le coût direct des médecins non conventionnés, des prestations paramédicales non remboursées par l'assurance maladie, ou indirect lié au temps consacré aux rendez-vous médicaux et scolaires et aux recherches d'informations. Par ailleurs, l'insuffisance de professionnels de premier recours formés complique les démarches de prise de rendez-vous. 44% des familles avaient des difficultés à trouver un professionnel de la prise en charge, selon une enquête de la FF10 en 2015. Cette difficulté est majorée pour certaines familles mal à l'aise avec les outils de prise de rendez-vous. De même, l'absence d'offres de soins à proximité, en particulier en second et troisième recours, engendre des inégalités financières et territoriales d'accès, plus particulièrement pour les personnes ayant des difficultés de transport. Enfin, le diagnostic de troubles est rendu difficile chez certains enfants de familles allophones du fait d'un manque d'outils adaptés aux situations de bilinguisme. En ce qui concerne la prise en charge des troubles, les frais directs ou indirects liés à la rééducation ou à l'accompagnement psychologique, coût des séances et des transports, coûts liés au temps, et l'insuffisance de l'offre de soins à proximité sont à nouveau des facteurs d'inégalité. L'enquête réalisée en 2015 par la Fédération française des 10 rapportait que 7% des familles concernées interrogées avaient dû changer de département. Et pour 48% des familles, l'un des parents avait dû aménager son temps de travail ou cesser son activité professionnelle pour permettre la prise en charge de son enfant. Pour ce qui est du frein financier, une compensation de la MDPH peut permettre de prendre en charge les frais, mais les familles peuvent avoir des difficultés à compléter les dossiers et l'octroi des allocations est inégal selon les départements. Selon une enquête réalisée par Dyspraxie France 10, en 2018, sur les 60% d'enfants dyspraxiques pris en charge en psychomotricité, seuls 32% bénéficiaient de l'allocation les enfants en situation de handicap et de ses compléments, pour couvrir les frais. En parallèle de la prise en charge rééducative et psychologique, le cas échéant, les parents doivent mettre en place des stratégies adaptées à la maison afin d'aider l'enfant à compenser ses troubles. Ils doivent souvent également mettre en place un accompagnement aux devoirs. Une fois encore, le niveau d'études des parents et leur disponibilité horaire sont des facteurs d'inégalité. De la même façon, des aménagements doivent être mis en place par les enseignants à l'école. Si ces aménagements ne suffisent pas, la famille peut saisir la MDPH afin de bénéficier d'une aide humaine ou matérielle. Là encore, des difficultés de constitution du dossier et un traitement des demandes inégal peuvent exister selon les départements. Faute de professionnels médicaux disponibles pour expliquer les besoins de l'enfant aux enseignants, les parents se retrouvent souvent dans une position de coordination entre les professionnels et de transmission des préconisations concernant les aménagements. Cette position est conflictuelle, d'autant que le diagnostic 10 est parfois rejeté par l'enseignant et la mise en place d'aménagements refusés car perçus comme un avantage injuste. Les parents de milieux défavorisés n'ont alors pas toujours la capacité de rechercher de l'aide auprès d'autres acteurs tels que les associations de parents d'élèves, les associations de parents d'enfants 10 ou la hiérarchie scolaire dans cette démarche. De plus, selon Morgan Delmas, certaines familles n'attirent que suspicion et mise en accusation quand d'autres parents semblent présenter des garanties morales et obtiennent la collaboration de l'institution.
De la même façon, M. Goudet rapporte que l'usage du diagnostic orthophonique comme outil de reconnaissance administrative du handicap scolaire, permettant de justifier un besoin d'aménagement des examens ou de priorité d'orientation, est socialement marqué, au profit des enfants des classes moyennes et supérieures. Ces facteurs d'inégalité sociale et territoriale d'accès aux soins dans le parcours des troubles spécifiques des apprentissages sont inégalement distribués en Occitanie. En effet, la région Occitanie est pour l'INSEE l'une des régions présentant les plus forts contrastes entre ces territoires, en termes socio-économiques, de répartition de l'offre de soins ou de caractéristiques physiques, avec 45% de zones montagneuses par exemple. Si la région dispose d'une offre de soins supérieure aux moyennes nationales, l'Aveyron, le Gard, le Gers et le Tarn-et-Garonne présentent des faiblesses sur l'ensemble des professionnels médicaux et rééducateurs. De plus, la structuration régionale s'établit autour des métropoles où l'ensemble de l'offre de soins est présente, en contraste avec des territoires ruraux où l'offre ne couvre pas les besoins en diagnostic, notamment en Ariège et en Lozère. Concernant les freins économiques, la région Occitanie se situe au 3e rang des régions hexagonales les plus pauvres. Un enfant sur 4 de moins de 11 ans vit dans une famille pauvre. La pauvreté est plus fortement présente dans les 4 départements littoraux, Aude, Pyrénées-Orientales, Gard et Hérault. À l'échelle des départements, les quartiers de la politique de la ville et les zones rurales les plus isolées sont les territoires les plus concernés. Ces inégalités d'accès aux soins chez les enfants de milieux socio-économiques défavorisés s'additionnent à d'autres déterminants d'inégalité en santé. L'état de santé de l'enfant, et en particulier son neurodéveloppement, est marqué par de multiples déterminants sociaux dès avant la naissance. Les études montrent ainsi des différences de suivi prénatal, d'exposition aux toxiques environnementaux et de comportement à risque pour l'enfant à naître. Par exemple, 94% des femmes cadres déclarent ne pas avoir fumé pendant leur grossesse, contre seulement 66% des ouvrières. Le risque de naissance prématurée est augmenté en cas de précarité. Après la naissance, d'autres facteurs de risque pour le développement s'ajoutent, tels que le stress familial, moins d'activités de stimulation en famille, une moindre fréquentation des modes des gardes collectifs, un moindre accès à une alimentation équilibrée ou à un logement salubre. Ainsi, dès avant l'entrée à l'école, on retrouve un fort gradient socio-économique dans l'acquisition des capacités linguistiques et pré-mathématiques. Une étude britannique longitudinale, publiée en 2003, avait démontré que si les enfants de parents éduqués ou aisés qui avaient obtenu de mauvais résultats à des tests cognitifs réalisés à 22 mois avaient tendance à rattraper leur retard, les enfants de parents socialement défavorisés qui avaient obtenu de mauvais résultats avaient peu de chances de rattraper leur retard. L'entrée à l'école ne semblait pas inverser ce modèle. C'est également le cas aujourd'hui en France. En 2016, un rapport du Conseil national d'évaluation du système scolaire affirmait que le système français était incapable de réduire les inégalités présentes à l'entrée à l'école et, au contraire, les aggraverait. Différents facteurs peuvent être identifiés. Ségrégation sociale en milieu scolaire, moindre expérimentation des professeurs en zones défavorisées, enseignement basé sur la méritocratie, orientation différenciée vers l'enseignement professionnel et décrochage scolaire plus élevé à compétences scolaires identiques. En 2024, le Conseil économique, social et environnemental rappelle que si l'école a fait des progrès avec une baisse du nombre de décrocheurs et une augmentation de l'accès aux études supérieures, les inégalités scolaires persistent et que la France est le pays de l'OCDE où elles sont le plus liées aux inégalités sociales. Comme ATD Carmonde le rappelle, il s'agit de sortir de cette fatalité, injustice faite aux enfants de familles pauvres, et il est de la responsabilité collective d'une société de se donner les moyens de rompre avec cette reproduction. À l'échelle de notre région, différents acteurs se mobilisent face à cette problématique. Citons le plan mis en place en 2017 par le Conseil départemental de la Haute-Garonne et le rectorat de l'Académie de Toulouse pour favoriser la mixité sociale et scolaire dans les collèges de la ville, qui a permis une nette amélioration des résultats des collégiens du Mirail au brevet et une forte baisse du nombre de décrocheurs. Citons également le déploiement dans le cadre de la stratégie régionale de lutte contre la pauvreté des cordées de la réussite,
dispositif visant à accompagner collégiens et lycéens des quartiers prioritaires de la ville dans leur parcours d'orientation en vue d'éviter l'autocensure. Occitadis, mandaté par l'Agence régionale de santé, s'inscrit dans cette démarche en coopération avec les différents partenaires par le déploiement d'actions de prévention sur toute la région et la facilitation de l'accès aux soins pour les enfants présentant des difficultés de neurodéveloppement. Nous vous invitons à vous joindre à nous sur ce chemin.